Bonsoir et bienvenue, ravi de vous retrouver. Le point qui reprend du service après une pause d'un mois avec moi. Donc sur ce plateau, ce soir, Abdou Souleye Diop, il est économiste, expert en développement, partisan de la coalition Diomaye président. Avec lui donc, nous parlons du 5e président de la République du Sénégal, son élection, ce qu'on appelle le projet et les programmes qui le sous-tendent. Abdou Souleye Diop, bonsoir. Bonsoir. Oui, je rappelle que vous êtes président de la Commission Afrique à la CEGM, c'est la Confédération des entreprises du Maroc, donc vice-président du patronat marocain du secteur privé marocain. Vous êtes le seul Africain de l'Ouest à ce poste, à ce niveau de responsabilité dans le secteur privé du Maroc, non? Tout à fait, oui. C'est que merci en tout cas de l'invitation et le fait que je travaille beaucoup sur le continent africain, effectivement, et qu'on me consacre Monsieur Afrique un peu du Maroc a fait que, au niveau du patronat, depuis une dizaine d'années, je m'occupe de toute cette dynamique de développement en Afrique des entreprises marocaines, toute cette coopération avec l'Afrique. D'accord. Et je rappelle que vous êtes l'auteur de cet ouvrage, Le Sénégal à portée de main. Le lion sort de sa tanière, publié dans les éditions Afrique Challenge en 2023. Tout à fait. Et précisément à quelle période? Disons que la sortie était en septembre, dans un contexte où il fallait apporter à la table, à la veille des élections, ma vision de ce que je considère comme étant un élément essentiel de développement, qui est un programme pour le Sénégal que nous voulons pour nos enfants. Donc c'est à la fois un diagnostic. Un diagnostic et un peu, ça donne aussi des pistes de et avec un programme de développement et des solutions pour le Sénégal. Qui a été forcément lu par les nouveaux tenants du pouvoir. On y reviendra, mais parlez-moi un peu de la CEGM. C'est comme cette organisation patronale. Oui, la CEGM, c'est le secteur privé marocain, donc c'est l'organisation patronale qui regroupe près de 100 000 entreprises, donc c'est plus de 80% du tissu économique privé marocain. Et c'est un acteur majeur de la diplomatie économique marocaine. Ça regroupe à la fois les champions marocains qui se développent sur le continent, mais aussi un très vaste écosystème, plus de 90% de PME, et aussi des startups, donc toutes les pentes de l'économie marocaine. Ça joue un rôle important aux côtés de l'État marocain, enfin du Royaume, disons. Oui, disons que ça joue un rôle important dans la diplomatie économique du Royaume et également dans le cadre du partenariat public-privé, puisque en plus d'être acteur du secteur privé marocain, on a quand même 8 sièges au Sénat marocain, qui nous permet d'être aussi une force de proposition pour les pouvoirs publics. C'est un levier important dans le cadre de la diplomatie du Royaume. On a vu la percée du secteur marocain un peu partout en Afrique. Vous l'avez dit tantôt en Afrique du Sud, mais également au Sénégal, ils ont une présence marquée dans le tissu économique. Oui, c'est un levier assez important. Dans le cadre de la coopération, on a des axes de développement qui sont très marqués et clairs. Et par exemple, avec le Sénégal, on a un groupe d'impulsion économique qui a pour vocation de renforcer les liens de coopération économique entre les secteurs privés des deux pays. Donc oui, c'est un levier très important de diplomatie économique. Et sa présence au Sénégal, le secteur privé marocain, comment vous l'analysez? Le secteur privé marocain est premier investisseur en Afrique de l'Ouest, donc y compris au Sénégal, avec une très forte présence dans le secteur bancaire, dans le secteur des assurances, dans le secteur aussi de tout ce qui est services, nouvelles technologies, téléservices, téléopérateurs, etc. Aujourd'hui, ça se développe encore plus dans l'agroalimentaire, dans l'agro-industrie. Le BTP aussi. Le BTP, oui, et l'immobilier. Donc, c'est vraiment tous les pans de l'économie. Et dans le sens contraire, est-ce que les Sénégalais sont présents dans le tissu marocain? Les Sénégalais sont relativement peu présents. Il y a des investisseurs dans l'immobilier, pas beaucoup. Il y a aussi quelques-uns dans les services, mais il n'y en a pas suffisamment. Et justement, une des dynamiques du groupe d'impulsion économique, c'est de voir comment créer plus de joint venture dans l'autre sens, parce que le secteur privé marocain a aussi besoin que des acteurs sénégalais viennent investir au Maroc. Et à la faveur de changements de régime avec les nouvelles autorités que vous connaissez, je rappelle que vous avez travaillé dans le cadre de la confection du programme de la coalition Diomaye président, on peut espérer une nouvelle impulsion dans le cadre de relations économiques. Je pense que la coopération avec le Maroc est une coopération qui est historique et qui va au-delà des pouvoirs publics, qui est en fort lien avec les peuples et qui est un levier. Maintenant, effectivement, dans le cadre de la dynamique de ce Sénégal souverain et ouvert sur le continent africain, c'est clair que la coopération avec les différents pays africains, et en particulier avec le Maroc, va très probablement se renforcer dans cette recherche d'équilibre
qui est essentiel dans le projet. D'accord. Dans le projet, on entre dans le vif du sujet. Je rappelle que vous êtes partisan de la coalition Diomaye président. Je disais tantôt qu'ils vous ont lu. Votre livre est paru en septembre 2023. Vous avez des recoupements dans ce que vous dites dans le livre et ce qu'ils appellent aujourd'hui le projet. Le gouvernement a été porté sur les fonds baptismaux il y a quelques semaines. Disons, les premiers actes d'analyse, des actes de gouvernance qui ont été posés, comment vous les analysez? Le gouvernement a 25 ministres déjà. Oui, il y a beaucoup de convergences. C'est pour cela que moi je me retrouve dans le projet, parce qu'effectivement, c'est des réflexions qui sur beaucoup de sujets se rejoignent très clairement. Et cette dynamique qui est inscrite dans le projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère, avec les axes principaux du projet, se retrouve très vite d'abord dans la structure du gouvernement. On l'a vu, on a beaucoup parlé de cet ancrage africain, donc même dans les dénominations des ministères, donc on retrouve cette logique qui est en liaison avec le projet. Ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément qui est très important, c'est les critères qui ont permis de choisir les hommes. Je pense que une dose technocratique. Tout à fait. Il est essentiel et c'était parmi les engagements qui étaient pris de la coalition Diomaye, de mettre les gens sur la base de leurs compétences d'abord. Et je pense qu'on le retrouve très bien dans la répartition du gouvernement. Il y a beaucoup de gens qui sont avec une casquette technocratique, même s'il y a quelques acteurs politiques, mais même les acteurs politiques qui sont dans ce choix sont des gens qui ont une compétence avérée dans leur secteur. Et on a aussi des acteurs qu'on a ramenés sur des postes de souveraineté où on est parti chercher des compétences qui n'ont aucune casquette politique, mais qui sont reconnues pour leurs valeurs et leurs capacités par rapport à ces fonctions. On le voit, que ce soit au niveau de la justice, au niveau de la défense, au niveau de l'intérieur, au niveau du secrétariat général de la présidence de la République. Donc je pense qu'il y a vraiment les premiers... On est là dans prémices. La voie de la rupture annoncée et théorisée dans... Totalement. Et cette rupture, il faut avoir la bonne lecture de la rupture, parce que beaucoup pensent que c'est retourner la table, faire table rase du passé. On va y revenir. Mais c'est pas le cas. Rupture, c'est vraiment... Mais demain jeudi, le président Bassirou Diomaye Faye se rend en Mauritanie. Il a réservé à ce pays frontalier sa première sortie à l'étranger. Qu'est-ce que ça vous suggère comme analyse? Pour moi, c'est une excellente décision. Vous savez, en matière diplomatique, il y a ce qu'on appelle les pays de la ceinture de sécurité, qui sont des pays avec qui on a des partenariats très forts, et en particulier aujourd'hui la Mauritanie. D'abord, le président de la Mauritanie est président en exercice de l'Union africaine, c'est Vaston Symbole. On partage des enjeux régionaux très importants, c'est notre voisin, c'est important. Et également, on partage des ressources naturelles. Le pétrole et le gaz. Le pétrole et le gaz. Donc, je salue cette décision d'aller vers les pays de la ceinture de sécurité, parce que effectivement, c'est très important de pouvoir renforcer ces liens avec les voisins et créer dès le départ le cadre de coopération, et d'autant plus qu'il est président de l'Union africaine. C'est devenu un partenaire stratégique de premier plan, la Mauritanie, ce rapport-là. Très clairement, vous savez, on partage d'abord les frontières, on partage le fleuve, on partage des ressources en énergie, on partage des ressources pétrolières, on partage des familles, ne l'oublions pas. Il y a beaucoup de liens familiaux. Moi-même, j'ai une partie de ma famille qui est au Mauritanie, donc c'est très important. Et on est dans un espace que nous partageons dans le cadre de la coopération économique, dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, on aura encore plus de partenariats au-delà du pétrole et du gaz. Donc oui, c'est un pays stratégique avec lequel on a... Et il y a aussi des positions et des points de vue à raffermir, à affiner davantage dans le cadre de l'exploitation de ces ressources. On sait que l'échéance a été repoussée de quelques mois. Il faut que les deux pays soient sur la même longueur d'onde. Oui, on doit être sur la même longueur d'onde sur tous les aspects, c'est-à-dire sur l'aspect de la gouvernance de ces ressources, sur les aspects de partage, sur les aspects de suivi et de prise de décision. Oui, c'est clair que aujourd'hui, on partage plus que des frontières, on partage aussi de la richesse, on l'espère. Et c'est un signe que la dimension
africaine de la gouvernance que ce régime-là veut imprimer dénote de ce que l'ancrage, plus que jamais en Afrique, en CEDEAO, en UEMOA et plus que jamais affirmé dans le projet. Hein. Oui, je pense que c'est le sens du développement économique. Hein. Aujourd'hui, on doit construire notre souveraineté dans le cadre d'une Afrique intégrée et prospère. Ça, c'est très important. On est dans un continent qui a beaucoup de potentiel, dans lequel le développement économique peut se construire de manière très forte si on s'entend bien avec les autres pays. L'intégration régionale est très importante, qu'elle soit continentale, régionale ou sous-régionale. Donc cette dimension dans le projet est très importante et traduit une vraie volonté d'avoir un développement et une croissance endogène qui bénéficient aux populations. C'est très important. D'accord. Vous avez parlé du projet. C'est ça la quintessence de ce projet de société que PASTEF, la coalition, a vendu au peuple sénégalais. On parle de projet. Il y a un triptyque qu'ils mettent en avant. Djubanti, pour vous, c'est important. Quelle analyse faites-vous de ce projet? Pour vous, c'est quoi ce qu'on appelle le projet aujourd'hui? En fait, le projet tel qu'il a été construit, et bon, je pense que le PASTEF travaille depuis de nombreuses années dessus, hein, est un projet qui tient bien son nom pour un Sénégal souverain, juste et prospère. C'est-à-dire que aujourd'hui, la question de la souveraineté est très importante. Et encore une fois, la souveraineté ne veut pas dire rupture avec toutes les coopérations. La souveraineté est essentielle pour un pays. Quelles que soient ses coopérations avec le reste du monde, il faut avoir sa base, son socle. Souveraineté alimentaire, souveraineté économique, souveraineté industrielle, souveraineté sanitaire, souveraineté en termes de sécurité, souveraineté en termes sociaux. Donc c'est des sujets qui sont essentiels pour le développement d'un pays. On ne peut pas se valoir État, peuple, sans avoir un certain nombre de socles de souveraineté. Ensuite, la question de la justesse. Être juste. Être juste, c'est justement aller au-delà des inégalités. Pouvoir avoir une équité dans l'accès aux fonctions essentielles du pays. Pouvoir avoir l'équité dans l'accès à la commande publique. Avoir l'équité dans l'accès à l'administration. Équité dans l'accès aux services sociaux. Mettre en avant le mérite. Oui, avec la compétence. Le mérite avec l'égalité des chances pour tout le monde. Donc, cette question de juste est très importante et avec une justice qui est équitable. Donc, c'est aussi un élément important. Et prospère, parce que, vous savez, on partage pas la misère, on veut partager la prospérité. Et il faut que ce soit dans un Sénégal prospère, avec une prospérité qui dit croissance endogène, qui permet de développer les richesses pour les populations. Donc, c'est un élément essentiel dans le programme. Et c'est en ça qu'il faut comprendre la question de la rupture. Parce que c'est un mot qui est usité par ces temps qui courent, mais vous dites que ce n'est pas une rupture radicale. Totalement. Il ne s'agit pas de faire rupture intelligente, disons. C'est une rupture avec un certain nombre de pratiques qui existaient et qu'on ne veut pas parce que ces pratiques-là ne permettaient pas le progrès et ne permettaient pas d'avoir un Sénégal juste et souverain. Donc c'est en ça qu'il faut comprendre la rupture. C'est rupture par rapport à un certain nombre de pratiques. Par exemple, la rupture avec les privilèges d'un certain nombre d'acteurs publics. La rupture avec l'absence de transparence. La rupture avec les règles d'éthique qui, quelquefois, n'étaient pas respectées. La rupture avec l'incidence de l'exécutif dans le judiciaire, la justice qui n'est pas équitable. Donc c'est vraiment une rupture avec un certain nombre de pratiques qu'on a toujours critiquées, qu'on a toujours fustigées, qui ont fait que les populations ont cherché le changement. Et c'est cette rupture-là qu'il faut comprendre. Parce qu'il est clair que toutes ces intelligences autour de la coalition n'ont pas une vocation à être nihilistes et à rejeter tout ce qui a été fait de bien dans le passé. Chaque acteur... Par exemple, dans la confection
du gouvernement. On voit par exemple le cas du secrétaire général de la présidence qui est au comité de l'État, un fonctionnaire, mais qui a été retenu. Tout à fait. En fait, il est important de pouvoir créer un nouveau modèle de gouvernance, une nouvelle forme d'exercer le pouvoir exécutif en construisant sur les acquis du passé et en corrigeant. Et quand on dit du Bunty, c'est vraiment anomalies, quoi, corriger ce qui n'a pas marché. Et bien sûr, dans la droiture et l'éthique. Oui, puisque tout n'a pas été mauvais quand même. On ne peut pas faire table rase de ce qui a été fait. Il y a quand même des acquis considérables. Des acquis considérables, c'est un peu toute la première partie de mon ouvrage, où je parle de la trajectoire. Donc il y a un certain nombre d'acquis qui sont là, qui sont des bases sur lesquelles il va falloir consolider. Mais il y a aussi des éléments qui sont peut-être des éléments qui ne nous ont pas permis d'accélérer la cadence. Domaines, et ces éléments-là, il faut les redresser, il faut les corriger. Et il faut apporter la touche supplémentaire qui est cette touche de la coalition et en particulier du président Bassirou Diomaye Faye, cette volonté vraiment d'avoir une croissance endogène qui bénéficie à tout le monde. Et c'est surtout d'être juste pour tous les Sénégalais. Oui. Ça, c'est le positionnement national du projet. Mais quand on prend le positionnement africain du projet, c'est quoi? On sait qu'on est dans des instances sous-régionales, régionales, il y a l'IMOA, il y a la CEDEAO. C'est plus que jamais un ancrage dans ces institutions. On sait qu'aujourd'hui, la CEDEAO est critiquée un peu par un certain nombre de pays, mais le projet par rapport à la sous-région, à l'Afrique. Le projet, il est surtout ancré dans une intégration africaine. On le dit, on le répète. Et à la question du franc CFA qui... Je viendrai sur la question du franc CFA. Vous savez, la dénomination du ministère, qui est le premier sur la liste, qui est le ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères, en dit long sur l'ancrage d'intégration africaine. C'est très important, cette intégration africaine. Le projet s'inscrit... Qui a été mise en avant. On sait que dans l'ancienne dénomination, on parle d'affaires étrangères et Sénégal de l'extérieur, l'intégration peut-être bien après. Donc aujourd'hui, c'est vraiment marqué. C'est dans le cadre d'une intégration africaine parce qu'on sait que le développement du Sénégal passe par vraiment un positionnement dans ce développement continental, et c'était très important, à l'aune de la zone de libre-échange continentale. Maintenant, ça m'amène à la question de la monnaie. Beaucoup de gens ont parlé de cette question de monnaie. Le Sénégal doit sortir du franc CFA. Il faut inscrire cette monnaie dans le cadre de cette souveraineté économique qui, en tant que souveraineté économique, touche aussi la souveraineté monétaire, parce qu'on veut que la monnaie soit un élément de politique économique, de développement, qu'on puisse utiliser la monnaie comme levier de politique économique. Et ça, je pense que il y a beaucoup d'intellectuels africains qui ont beaucoup critiqué le franc CFA, qui ont critiqué son arrimage fixe à l'euro, etc. Et j'en fais partie. Il ne s'agit pas de dire on sort du franc CFA, il s'agit de dire comment s'organiser pour que la monnaie soit un levier pour le Sénégal de développement économique. Est-ce que dans sa configuration actuelle aujourd'hui, le franc CFA permet d'être ça, ce levier il ne le permet pas parce qu'il a un arrimage fixe avec l'euro, alors que notre coopération va au-delà de l'euro, on travaille beaucoup avec le dollar, etc. Ensuite, la parité est totalement fixe, il n'y a pas de possibilité de fluctuation. On peut avoir une fluctuation dans un corridor, mais c'est des sujets techniques, il nous faut toute une émission pour rentrer là-dedans. Mais ce que je voudrais dire, c'est que le projet, il va au-delà même de la situation actuelle du CFA, parce qu'il parle de d'abord trouver un consensus autour de la monnaie dans le cadre de la CEDEAO. Donc il va même épouser... Donc la CEDEAO et sa propre monnaie, les projets de l'éco, complètement les paramètres par rapport à... Mais qui sont déjà des projets existants au sein de la CEDEAO. On dit, il faut que... L'éco, par exemple. Oui, l'éco, par exemple. Il faut que dans le cadre de la CEDEAO, on puisse avoir cette souveraineté monétaire. C'est-à-dire que les pays s'entendent pour avoir cette main sur leur monnaie et en faire un levier de développement économique, pouvoir justement construire la parité qui est celle qui reflète le mieux la région, pouvoir créer cette flexibilité qui permet de pouvoir utiliser la monnaie comme levier de développement économique, et que c'est dans ce cadre-là qu'il va falloir d'abord regarder le développement de la monnaie. Si
on n'y arrive pas, de regarder avec l'UEMOA quelles sont les possibilités, mais toujours avec un objectif d'être souverain sur la monnaie. C'est ça l'objectif central. Mais ce n'est pas sortir du franc CFA pour sortir du franc CFA. Et dès lors que on n'arrive pas à avoir les éléments au sein de la CEDEAO, les éléments au sein de l'UEMOA, tout en travaillant sur un certain nombre de leviers, les 12 leviers, y compris l'équilibre de la balance commerciale, parce qu'il y a un certain nombre de facteurs qui sont quand même très clairement inscrits dans le projet comme des préalables à la question de la monnaie. À ce moment, on voit quelle souveraineté monétaire choisir. Donc, on a beaucoup focalisé sur ce que la presse a appelé sortie du franc CFA, mais les gens, beaucoup qui en ont parlé, je pense, n'ont pas lu l'essence même du projet, qui est quelque chose de beaucoup plus large, mais qui est surtout axé sur comment faire en sorte que le Sénégal dispose de sa politique monétaire comme levier de politique économique, donc sa souveraineté économique tout simplement. Et ça peut se faire sans qu'on sorte du franc CFA Ça peut se faire sans sortir du franc CFA, dès lors qu'il y a un consensus au sein de la CEDEAO ou de l'UEMOA pour qu'on puisse réaménager les mécanismes de gestion du franc CFA avec moins d'influence française, plus de souveraineté sous-régionale et plus de mécanismes qui permet de pouvoir utiliser et ajuster la valeur de la monnaie en fonction de critères bien clairs qui permettraient de gérer l'inflation, de gérer aussi les parités avec les autres monnaies et ces paniers de devises. Vous avez parlé de la France et de ses relations forcément avec le Sénégal comme avec les pays africains de la CEDEAO de manière générale. Ça nous ramène au troisième positionnement. On a parlé du positionnement national, du positionnement africain, du positionnement international du projet par rapport à nos relations avec la France, question de souveraineté monétaire et le monde de manière générale. Quels doivent être, selon vous, les nouveaux axes de cette coopération, surtout dans le cadre de la monnaie avec la France? Je pense que sur la question de la coopération internationale, on appelle tous à de la coopération, qu'elle soit bilatérale ou multilatérale avec les pays africains, plus équilibrée. On appelle tous à ce que la coopération soit beaucoup plus équilibrée, qu'on puisse traiter d'égal à égal avec les différents pays, qu'on ait une ouverture aussi large possible avec les partenaires internationaux, mais toujours dans l'intérêt d'abord du Sénégal et des Sénégalais. Et c'est ça le message clé en termes de souveraineté. C'est pas de dire on se ferme par rapport à l'international, non, au contraire. On va continuer à faire appel aux investisseurs internationaux, on va continuer à faire appel à l'expertise qui est disponible à l'international, mais dans le cadre des équilibres favorables qui peuvent exister pour l'intérêt du Sénégal et des Sénégalais, et également sans que les uns et les autres n'aient de passe-droit privilégiés par rapport à d'autres. Aujourd'hui, le Sénégal est ouvert et on l'a vu dans le discours de la veille du 4 avril du chef de l'État, qui était clair, qui appelle aux partenaires étrangers, partenaires internationaux, de continuer à venir investir au Sénégal. Le Sénégal est ouvert, le Sénégal a montré que c'est un pays extrêmement stable, quels que soient les soubresauts. Il faut continuer à investir, mais, encore une fois, dans des règles très claires, les intérêts des uns et des autres, de l'intérêt du Sénégal et des populations sénégalaises. Et c'est ça l'élément le plus important. D'égale dignité autour d'eux. Mais au chapitre de ces axes, il y a la question des contrats que dans le projet aussi on agite. Il va falloir les revoir. C'est tous les contrats liés aux ressources minières, gazières, l'or et tout ça. Ça implique des multinationales, des États. Ça aussi, c'est l'échiquier international. Là aussi, vous voulez vous demander à ce que tout soit revu dans l'intérêt des Sénégalais, non? Disons, quand quelqu'un vient dans un endroit, l'état des lieux est vertueux. L'état des lieux est une vertu. Ne pas faire l'état des lieux est critiquable. Il est essentiel, quand on prend en main les destinées d'une nation aussi importante que le Sénégal, avec toute cette responsabilité du peuple,
que des états des lieux se fassent. Et il faut prendre le temps de faire les états des lieux, et c'est valable pour tout, hein. C'est valable pour l'état des lieux sur les finances publiques, l'état des lieux sur les entreprises publiques, sur les administrations, mais également sur la coopération internationale et sur les contrats. Ça ne veut pas dire qu'il y a une remise en cause systématique. Non, il y a une revue pour voir les équilibres de contrats, pour voir est-ce que les clauses permettent, des clauses de rendez-vous qui permettent de revoir les équilibres du contrat. Il y a des évolutions temporelles qui peut-être remettent en cause des équilibres du contrat, mais la bonne gouvernance et la vertu voudraient que, à minima, qu'il y ait une analyse de ces contrats pour voir est-ce que les conditions sont favorables au Sénégal, sont défavorables au Sénégal, est-ce qu'au moment des négociations, toutes les données étaient disponibles pour pouvoir négocier convenablement pour le Sénégal, et auquel cas, si ce n'est pas le cas, pouvoir discuter avec les acteurs. Je veux dire, c'est des choses qui se font de manière naturelle dans différents pays où, lorsque... Vous, ça entre dans la logique normale de la nouvelle gouvernance, mais est-ce qu'on peut l'élever à la dignité de surpriorité pour que très rapidement qu'on y aille dans la révision de tous ces... Pourquoi c'est une priorité importante? Parce que c'est quand même des ressources majeures du pays et qui sont des engagements sur une quarantaine d'années. Donc c'est normal que on les priorise. Je veux dire, c'est prioritaire par rapport à un contrat qui peut-être a un horizon de 2 ans et avec des enjeux mineurs. Aujourd'hui, on parle de ressources des générations futures. On parle des ressources essentielles pour le pays. Donc c'est normal que l'analyse de ces contrats et la revue des équilibres pour s'assurer que les intérêts du Sénégal ont bien été défendus, et si c'est le cas, tant mieux, soit une priorité parmi les priorités. Donc je pense que même dans l'analyse d'un certain nombre d'organismes publics, il y a certains qui sont prioritaires par rapport à d'autres, et donc pour aller vite, il faut qu'on travaille par priorité, et en fonction de ces priorités, ces contrats-là en font partie. Travailler par priorité. Aujourd'hui, le Sénégal quitte le plan pour aller vers le projet. On connaît le plan Sénégal émergent, on parle de transformation structurelle de l'économie. Aujourd'hui, on parle de transformation systémique. Il y a une nuance entre les deux. En fait, on ne va pas dire que le Sénégal quitte le plan, parce qu'on ne va pas faire table rase du plan Sénégal émergent et du PAP 2A. Non, l'idée, c'est de dire il y a un projet qui s'est construit par une équipe qui n'était pas aux manettes, donc qui a travaillé avec les données que cette équipe avait à un moment. Ce projet, il faut le rendre opérationnel, mais opérationnel en tenant compte de ce qui est déjà engagé dans le plan Sénégal émergent, et donc en ayant forcément une matrice de passage entre ces deux, qui permet de dire, voilà les points de convergence, voilà les points de divergence, et voilà les points éventuellement d'amélioration qui permettent de... Et à ce moment-là, faire un plan qui va venir prendre la trajectoire et essayer de l'infléchir pour accélérer le processus. Il ne s'agit pas, encore une fois, de remplacer, de jeter dans la poubelle le plan Sénégal émergent, qui dans le papier est un plan ambitieux et bien. Le PAP 2A, qui aussi dans le papier est un plan ambitieux et intéressant. Non, il faut prendre les éléments pertinents. Là où ça se recoupe, les greffer là où ça se recoupe, il faut continuer la trajectoire et l'ajuster. Là où il y a besoin de Djibouti, il faut redresser et ajouter toutes les touches qui sont la marque propre du projet. Et c'est ça, je pense, parmi les priorités, le travail à faire, parce qu'il faut très rapidement, justement, sortir ce plan opérationnel, d'opérationnalisation du projet et de convergence. Et c'est ça la prise en main de l'État, en fait. Donc il faut évoluer en même temps qu'on révolutionne, on évolue. Oui, il faut évoluer sur beaucoup de sujets et transformer, et révolutionner les sujets sur lesquels il y a besoin de révolutionner. Par exemple, justement... la corruption... cette pratique de la gestion publique où on évite de trop mettre de la politique dans le public, où on évite disons le favoritisme, où on évite
le clanisme, où on évite un certain nombre de choses, ben, ça fait partie des révolutions qu'il va falloir mettre en place. Par exemple, justement, l'un des sujets majeurs qui est l'appel à candidature pour les hautes fonctions publiques, ça va être une révolution au Sénégal. Ouais. Donc c'est des choses qui sont très intéressantes, qui permettent de transformer le pays. Ouais. Et pour ça, le diagnostic est en train d'être fait. Pour ça, ça constitue un élément majeur de cette nouvelle gouvernance. Vous, dans votre ouvrage, vous dites pour maintenir une trajectoire de progression constante, il est crucial de soumettre les actions publiques à une analyse et un diagnostic rigoureux. Vous voulez dire quoi aux nouvelles autorités par rapport à la situation actuelle? Ben, la situation actuelle, pour sa prise en main, il est clair qu'il est essentiel que le diagnostic soit fait et bien fait. Parce que c'est ce qui va permettre de continuer la trajectoire et de prendre les inflexions nécessaires sur un certain nombre de sujets et de rajouter justement ces touches. Et ce diagnostic, il faut prendre le temps de le faire. Ça veut dire qu'il n'y a pas nécessité de précipiter un certain nombre de choses en sacrifiant le diagnostic. Le diagnostic est un passage obligatoire. Il faut faire les diagnostics nécessaires, que ce soit sur les finances publiques, que ce soit sur les entreprises publiques, diagnostic opérationnel, institutionnel, stratégique, pour voir où est-ce qu'on en est, avant de prendre les décisions de restructuration, de réadaptation, de réajustement, pour pouvoir avancer. Même s'il y a une partie du diagnostic qui avait déjà été fait en cours de construction du projet. Il faut le rappeler parce que, bon, en étant dans l'opposition, ben, les gens ont réfléchi. C'est le grand mérite de la coalition Diomaye, c'est que la réflexion a été menée depuis longtemps pour pouvoir, justement, déjà avoir un certain nombre d'éléments de diagnostic. Mais là, il faut l'approfondir en ayant les éléments concrets et pratiques qui sont les éléments... Ça suppose auditer tout ce qu'il y a à auditer aujourd'hui à quelques Oui, et auditer dans le bon sens, hein, parce que les gens, quand on parle d'auditer, bon, c'est mon métier, j'en sais quelque chose, quand on parle d'auditer, on a l'impression que quand on audite, c'est une chasse aux couper des têtes ou... Non. Quand faire un état des lieux. Quand vous allez chez un nouveau médecin, il vous demande soit de votre bilan passé, ou il vous fait à nouveau des analyses avant de vous prendre en main pour vous traiter. Ce qui est tout à fait normal. Donc, il y a une nécessité de passer en revue, de diagnostiquer l'existant, pour ne pas utiliser le terme audité qui est souvent galvaudé au Sénégal. Il faut passer en revue l'existant et il faut, à partir de là, prendre les décisions nécessaires pour pouvoir mettre en place un plan. Et encore une fois, je l'ai toujours dit, je le dis dans l'ouvrage, une vision stratégique, ce n'est pas une vision à 4 ans, ce n'est pas une vision à 5 ans. C'est dans le long terme. Dans le long terme. On avait vu le plan du Sénégal émergent avait un horizon 2035. Ouais. Là aussi, il faut continuer sur la trajectoire. Il faut s'appuyer sur ce qu'il y a de bon dans ce plan pour aller vers cet horizon. Tout à fait. Et fixer un horizon qui permette le développement. Et se tenir à l'horizon. Parce que souvent, on a tendance dans beaucoup de nos pays à confondre le temps politique et le temps de développement. Absolument, oui. Et on fait une trajectoire de développement qui a un temps long et les échéances politiques nous rattrapent et on ajuste et finalement on obère nos ressources pour le futur, donc on fausse le plan. Aujourd'hui, et il faut prêter cette bonne intention au président de la République qui veut vraiment dissocier la politique de la gestion de la chose publique. Et ça, c'est très important, qui veut construire sur la base des compétences, parce que c'est 2 leviers essentiels, la vision à long terme et les compétences. On ne peut pas se développer sans vision à long terme, on ne peut pas se développer sans compétences. D'accord. Et là, je pense que, on l'a vu, il est dans le tempo. Il est dans le tempo, il est dans l'inclusion des acteurs, compétences, des compétences sénégalaises, nationales ou de la diaspora, qui ont envie de donner un coup de main. Absolument. Et ça, c'est très important. Et déjà, vous en êtes un exemple qui est venu mettre la main à la pâte. La diaspora, vous l'avez évoqué, a un rôle important à jouer dans ce nouveau projet de société. On sait que les attentes sont nombreuses. C'est l'affaire de tout le monde, finalement. Oui, c'est l'affaire de tout le monde. Et je pense que la diaspora a voté massivement pour ce projet. C'est que la diaspora s'y retrouve. Maintenant, il faut effectivement que la diaspora agisse de différentes manières. Les compétences qui ont la capacité de donner un coup de main, qu'ils s'engagent et donnent un coup de main. Les compétences qui ont la capacité, à partir de là où ils sont, de pouvoir orienter des choses vers le Sénégal, qu'ils le fassent. Et ceux qui, demain, ont la capacité de mobiliser des ressources pour cette mobilisation pour l'économie des fonds de la diaspora qui fait partie aussi du projet, qu'ils
s'engage. Donc il y a beaucoup de manières avec laquelle la diaspora... S'engager sans pour autant être dans le gouvernement. Au Sénégal, on pense que pour aider, il faut forcément être ministre. Tout le monde ne peut pas être ministre. Moi, je dis quelquefois, c'est là où c'est... on peut peut-être moins aider même. Donc, en étant ministre, il faut que les gens comprennent. Et ça aussi, c'est important. C'est un message aussi à tous ceux qui ont soutenu cette coalition. C'est qu'il faut reconnaître au président de la République un devoir d'ingratitude. Ça, c'est important. Les gens ont cru au projet et ont soutenu le projet. Il ne faut pas qu'ils gênent ceux qui gouvernent en voulant absolument des positions. Il y a des gens qui ont aidé à arriver au pouvoir. Il faut laisser la coalition et surtout le président de la République et son Premier ministre choisir les personnes à même de diriger, quels que soient les horizons d'où ils viennent. Et ça, je pense que c'est très important. Et c'est aussi une nouvelle manière de faire la politique, de dire que ce n'est pas un gâteau à partager. Non, on est dans une dynamique où on veut construire ce Sénégal de demain avec les ressources les mieux armées pour mener cette barque-là. Et ça, je pense que ça passe par ce devoir d'ingratitude de dire, bon, merci à tout le monde d'avoir porté le projet, mais maintenant, on continue avec ceux qui ont cette capacité de gérer. Et vous disiez tantôt qu'il y a le temps de la politique, il y a le temps de l'action. Là, le temps de la politique semble être derrière. On est dans le temps de la construction et de l'action. Pour que ce projet-là puisse aboutir, il faut que tout le monde y mette la main, y compris la presse. Vous êtes beaucoup appesanti hors micro tout à l'heure sur le rôle que la presse doit être amenée à jouer dans ce projet. Oui, je suis convaincu que la presse a un rôle essentiel. Et d'ailleurs, j'en appelle au gouvernement à vraiment réunir la presse et à construire un pacte national avec la presse qui permette réellement d'élever le niveau du débat. Il faut qu'on sorte de la dynamique, des fake news, de la critique pour critiquer, et qu'on soit dans une dynamique vraiment constructive. La presse, comme la société civile, comme les autres pouvoirs, constitue un pouvoir qui permet justement d'accompagner le développement du pays. Donc il faut qu'on ait ce pacte avec la presse, que la presse joue son rôle d'abord de sensibilisation, de diffusion d'informations, d'éducation des populations sur les enjeux du pays, ça c'est important. Et deuxièmement, aussi, son rôle de partenaire avec à la fois les pouvoirs publics et les oppositions, dans une opposition républicaine et constructive, et dans des pouvoirs publics qui sont en partage. Et donc ça appelle un bon dialogue entre les pouvoirs publics et la presse. Ça appelle aussi qu'on arrive à construire des mécanismes où régulièrement les différents ministres, le gouvernement puissent avoir des points qui soient ouverts aussi, avec la presse. On sait que dans les gouvernements précédents, des échanges. Des gens qui étaient très fermés, très réticents En fait, les gens sont réticents de la presse, parce qu'on se retrouve quelquefois dans des situations où on laisse parler dans la presse des gens qui n'ont quelquefois aucune pas autorité à retenue, le faire. Oui, ni autorité. Parce que ceux qui doivent parler ne parlent pas au Sénégal. Vous savez, moi j'ai beaucoup apprécié la dernière semaine de campagne. J'ai suivi les différents débats, les différentes discussions. Le débat a été élevé à un certain moment avec des débats de très grande qualité. Parce qu'on mettait sur des plateaux des gens d'un certain niveau qui débattaient sur des sujets. On a débattu sur le CFA, sur la vice-présidence, sur le coût de la vie, sur beaucoup de choses. Et ça, c'est ce Sénégal-là qu'on veut. Le Sénégal où, effectivement, la presse joue son rôle, la presse accompagne à la fois les pouvoirs publics, mais aussi l'opposition, je dirais, républicaine, pour construire le Sénégal de demain. Et c'est ça le vrai Sénégal que nous souhaitons. Et le Sénégal que nous souhaitons, vous le dressez dans cet ouvrage. Je rappelle que vous avez publié cet ouvrage en septembre 2023. Le Sénégal à portée de main. Le lion sort de sa tanière au vu de ses ambitions, de cette vision qui se dessine pour le Sénégal. Le développement est à portée de main? Oui, le développement est à portée de main. Vous savez, on a la chance, c'est une chance unique, d'avoir un consensus quasi national
je dirais à 36% près, mais sur un projet, sur une équipe. On a la chance d'avoir une vraie volonté du président de la République, et moi je le trouve très sincère, de construire le Sénégal de demain, indépendamment des questions d'appartenance politique, et aussi en ayant comme seul viseur l'intérêt du Sénégal et des Sénégalais. Donc aujourd'hui, on a cette volonté, on a la vision qui est en train de se développer, qui est en train de se construire. On va mettre les hommes qu'il faut aux places qu'il faut. Et on va mettre aussi des règles de fonctionnement qui vont permettre une bonne évaluation des politiques publiques avec des critères de performance, mais aussi la convergence des politiques publiques et la reddition des comptes. Je pense qu'avec ça, si tout le monde met la main à la pâte, et que aussi que les Sénégalais soient patients, parce que ça aussi, le développement ne se fait pas en 1 mois, en 4 mois, en 1 an. Il faut de la patience. Il y aura certainement des signes précurseurs. Il faut voir, est-ce que les signes qui ont été promis, certains éléments qui ont été promis, sont en train d'être mis en place. Le Sénégalais dit Nyam Sunarener, est-ce que est-ce que c'est en train de sentir? C'est ça le plus important. Mais si on pousse à avoir des résultats immédiats, on va mettre en péril le long terme. Et aujourd'hui, c'est vraiment le long terme. Et il faut, et avec la presse, il faut aussi passer ce message, parce que c'est important. Je vois déjà les gens commencer à dire, oui, ils avaient dit qu'ils vont réduire le coût de la vie, on n'a pas encore vu les fake news sur les prix des pains. Allez vite en besogne. Il faut laisser le temps au temps, parce que les choses, Rome ne s'est pas construite en un jour. Absolument. Il faut du temps pour construire le développement. Je vous remercie. Merci à vous de m'avoir invité. Merci beaucoup, Abdou Souley Diop, économiste, expert en développement, vice-président du secteur privé marocain. Le point ce soir est fini. Rendez-vous mercredi prochain pour d'autres questions d'actualité.